désolé. Vous avez tous remarqué que je n'étais pas Martine Avenel. Je suis désolé pour elle. Et je pense qu'on est tous à penser à elle pour penser que la guérison de sa fracture sera très rapide. Donc, on aborde aujourd'hui la problématique qui est très fréquente de l'échec du traitement. Et l'échec du traitement, on le comprend très bien, c'est avant tout un problème d'adhésion au traitement. Un traitement qui est appliqué, s'il répond bien aux recommandations et aux bonnes règles, en général, il est efficace. À partir du moment où il n'est pas mal ou peu appliqué, bien sûr, il ne l'est plus du tout. Alors, quels sont les responsables? On voit ici les personnes qui sont en cause, les personnes au sens large, c'est-à-dire les acteurs de ce drame. Vous avez bien sûr la maladie, vous avez quelquefois le médecin qui ne donne pas le traitement assez efficace, mais vous avez aussi le groupe très important, notamment pour tout ce qui est soins locaux, c'est le patient et sa famille. En effet, en dermatologie, la particularité, c'est que finalement, c'est le patient qui est son propre médecin, c'est le patient qui est son propre thérapeute. Si vous faites une excellente prescription, si vous donnez les bons médicaments, si finalement, dans la salle de bain, la personne s'affole au fait de se dire « je ne vais pas pouvoir mettre ce dermocorticoïde sur la peau de mon enfant », eh bien, vous voyez qu'on va vers l'échec assuré. Bien, donc c'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble, essayer de comprendre un petit peu quels sont les mécanismes. Alors, on va commencer toujours par une question de jeu. Et là, je vais vous poser une question globale, je dirais un petit peu de culture générale. C'est, selon vous, quel est le pourcentage de patients qui vont respecter la prescription des dermocorticoïdes? Autrement dit, quel est le pourcentage de patients qui vont appliquer la dose qui est réellement prescrite? Et vous avez 5 possibilités. 1, 12%, 2, 32%, 3, 52%, 4, 72%, 5, 92%. Les résultats. Eh bien, on voit que là, vous êtes très attentifs quand même, parce que finalement, on ne s'attendait pas à ces résultats-là, mais les réponses correspondront globalement à la réalité. En effet, on va le voir tout à l'heure dans des résultats d'une publication, de plusieurs publications. Là, vous avez dit, 60% d'entre vous dites qu'il y a 32% des gens qui appliquent la quantité prescrite. Vous avez même 21% qui pensent ils utilisent, et il y a 12% seulement des gens qui appliquent la quantité prescrite. Et en fait, on voit que les optimistes sont quand même, heureusement, beaucoup moins nombreux, 5, 1, 10%. Finalement, vous avez tous compris que d'adhérer à un traitement local, c'est pas du tout évident. Bon, donc ça, à partir de ce constat, on va essayer d'avancer. Alors, première chose... Pardon. Excusez-moi. Les résultats qu'on vous a donnés, c'est une compilation d'un certain nombre d'études. Là, je vais inciter juste sur une qui est parue aux États-Unis, qui a utilisé une méthodologie un peu particulière. C'est celle de calculer le nombre de fois où les patients vont retirer le bouchon de leur crème, de leur tube de crème, grâce à un détecteur électronique d'ouverture. Et de cette façon-là, les gens ont pu mesurer que c'est en effet seulement 32% des patients qui utilisaient la quantité de produits auxquels... Alors, il y a des critiques, bien sûr. D'abord, c'est un échantillon qui n'est pas énorme. Et ensuite, surtout... ce n'est pas la quantité de produits qui a été mesurée, c'est le nombre de fois où les personnes ont ouvert le tube, ce qui n'est pas la même chose. Alors, ce qui est intéressant quand même de remarquer, c'est que finalement, il y a une augmentation observée de la fréquence d'ouverture des tubes à l'approche de la consultation, et vous avez aussi la même chose qui se passe à la suite de la consultation. On appelle ça l'effet blouse blanche. Voilà. Donc, on va maintenant ensemble aborder... Et je laisse la parole. Voilà, donc, les facteurs qui vont influencer l'observance. Hein. Donc, nous allons nous centrer d'abord sur les patients, ensuite sur la famille et ensuite sur les traitements. Hein, 3 parties. Alors, nous l'avons représenté sous une forme de balance, c'est-à-dire ce qui va dans le sens des difficultés d'observance et ce qui permet qu'il y ait une meilleure observance. Donc, pour les patients, là, il s'agit des patients adultes,
eh bien, on observe qu'il y a souvent, dans les sens de difficulté, les dénis. Les dénis, ça correspond un peu à... J'ai fait comme si je n'étais malade. Hein. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas, d'ailleurs, il y a des patients qui le disent, hein, je ne me reconnais pas en tant que malade. Et donc, voilà, ils ne trouvent pas l'essence parfois à mettre les traitements. On voit aussi les croyances, ces croyances, chacun de nous on en a, hein, et qui sont très en lien avec notre appartenance culturelle, hein, mais qui ont aussi une influence, parfois négative. On voit aussi des patients qui sont en dépression parce que, en fait, les patients qui ont un eczéma, et quand il est en poussée, s'accompagne souvent d'une très mauvaise image de lui-même et il cherche à se cacher, à cacher les plaies et parfois ça les conduit jusqu'à rompre ces différents investissements, hein, que ce soit le travail, les études ou parfois les liens sociaux. Hein. Ce qui s'accompagne donc de la solitude, d'un isolement, hein, et parfois il faut les soutenir beaucoup pour qu'ils puissent déjà aller mieux au niveau de la peau en appliquant les traitements, mais aussi avoir une meilleure estime d'eux-mêmes. Et puis la précarité, bien sûr, qui n'aide pas à l'observance. En contrebalance, on a dans l'estime de soi, c'est-à-dire que quelqu'un qui a quand même qui s'aime bien, hein, qui a un bon narcissisme, hein, il va peut-être être davantage aussi motivé, hein, à pouvoir prendre soin de lui ou d'elle, enfin, et aussi quelqu'un qui est très autonome et qui à ce moment-là va peut-être pouvoir utiliser ces mécanismes pour lutter contre la maladie. Alors, ensuite, on va voir d'abord les raisons du déséquilibre et puis qu'est-ce qui peut rééquilibrer. Donc, en premier, dans ces déséquilibres, on observe qu'il y a souvent des difficultés d'organisation, c'est-à-dire que les soins sont souvent négligés et laissés à la fin de la journée, on n'a pas le temps, donc, enfin, on ne pense pas. Hein, cette difficulté d'organisation s'accompagne aussi d'un manque de disponibilité psychique, c'est-à-dire que toute la journée, j'ai travaillé, j'ai fait plein de choses, et je me suis occupée, voilà, de la maison, des enfants, etc. Et à ce moment-là, je n'ai pas le temps, les soins, ça passe en dernier. Donc, je ne leur donne pas de temps. Il y a aussi, ça on le trouve souvent, une ambivalence face aux soins. Hein. Quand on prend un médicament, il y a toujours un peu d'ambivalence. Est-ce que c'est bien, pas bien? Voilà. Donc, cette ambivalence, c'est bien et pas bien à la fois. Il y a aussi un sommeil qui est souvent très perturbé, hein, et donc qui n'est pas réparateur. Donc, ça fait que, voilà, quand on ne dort pas bien, eh bien, on est fatigué. Et ça entraîne aussi une lassitude, une irritabilité. Ça, c'est très propre aux personnes qui ont de l'eczéma. Tout ça, cet ensemble, favorise un certain laisser-aller dont je sais que je dois me soigner, mais finalement, je ne le fais pas. Alors, comment rééquilibrer? Eh bien, d'abord, prendre conscience, hein, de ces fonctionnements, ça c'est très important, et se dire, eh ben, il faut que j'inclue dans mon planning de la journée un temps pour les soins. Il faut les prévoir. Hein. Pourquoi il faut les prévoir? Parce que c'est une priorité maintenant, parce que j'ai une poussée, parce que j'ai mal, et que ça c'est une chose que je dois vraiment bloquer un temps. C'est une priorité maintenant. On fonctionne tous par des priorités. Hein. Voilà. Donc ça, à ce moment-là, il faut se rendre prioritaire. Être convaincu, qu'est-ce qui permet on les met en priorité, c'est d'être convaincu que le traitement, quand il est bien fait, eh bien, il peut être efficace. Et si mon traitement est efficace, eh bien, je vais pouvoir être beaucoup plus performant parce que je vais dormir mieux, les choses vont aller mieux, et donc je vais pouvoir aussi m'occuper des autres, hein, parce que quand on n'est pas bien s'occuper des autres, c'est difficile. Ensuite, accepter, ça c'est important, accepter que le traitement est contraignant et qu'on peut ne pas avoir envie de le faire. Quand moi je me dis, je n'ai pas envie, c'est pas pour autant que je ne veux pas le faire, mais je considère qu'en effet, je n'ai pas envie de faire les choses, et je le fais pourtant. Et il est important d'être tolérant envers soi-même, c'est-à-dire que si un jour je ne l'ai pas fait, ce n'est pas la peine de m'en vouloir, je me dis, demain, je m'organise mieux. Et bien sûr, réintroduire l'essence du mot soin, c'est-à-dire que c'est important quand même de pouvoir prendre soin de soi et se faire du bien. Allez, passons maintenant à la famille. Alors, facteurs qui influent aussi l'entourage familial, donc bien sûr les croyances, on en a parlé, la précarité et les coûts, hein, ça c'est important. On voit aussi des facteurs qui, par exemple, dans les familles recomposées, il y a souvent un problème de communication. On oublie l'ordonnance, on oublie les médicaments, l'enfant,
pour les enfants en tout cas, c'est parfois un peu compliqué, des conflits qui sont propres à, que ce soit pour entre l'enfant et les parents, on va voir un peu, chez l'adolescent, et puis l'adulte lui-même, il peut être aussi en conflit avec lui-même ou avec son entourage. Et puis un certain épuisement. En contrepartie, donc, ce qui va aider, c'est quand cet entourage, quand on dit famille, mais ça peut être aussi des amis proches, ils vont être soutenants, compréhensifs, et ils ne vont pas pâtir plus que les patients lui-même. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une attitude de pouvoir accueillir, en effet, que c'est douloureux, et pouvoir aussi accueillir un peu d'impuissance. Alors, on va y aller. Donc, la corticophobie, bien sûr, s'ajoute. Allez, suivante, please. Yes. Alors, d'abord, on va traiter les déséquilibres entre, en ce qui concerne l'enfant et ses parents. Du côté de l'enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parfois, l'enfant, il n'a pas envie qu'on lui mette des crèmes parce que ça les dégoûte, parce qu'il a peur d'avoir mal, parce que les moments ne lui conviennent pas, et parce qu'il a aussi, bien sûr, besoin de s'opposer aux adultes. Il ne va pas dire toujours oui, il faut qu'il s'affirme. Un enfant, il a besoin de s'affirmer, donc il peut aussi... Du côté des parents, qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Tout ça, je l'ai appris avec les patients qui m'ont raconté. C'est un petit résumé. Donc, on trouve des parents qui sont en difficulté à s'opposer à leur enfant. D'une part, parce qu'ils se disent, si je les contrarie trop, il va me faire encore une poussée. Donc, ils n'osent pas trop les contrarier. Et aussi, parfois, il manque de disponibilité des parents. Voilà, on n'a pas le temps, encore ça à faire. Bon. Une colère, ça peut s'ajouter, c'est pas agréable, mais on peut ressentir la colère, soit envers l'enfant parce que, punaise, il a cette maladie, alors, ou soit à l'égard de la médecine qui n'arrive pas à donner un traitement rapide et qui fait disparaître la maladie. Alors, comment peut-on rééquilibrer? Donc, déjà, voilà, entre l'enfant et ses parents. Donc, on a noté là l'alliance plutôt que l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de pouvoir s'asseoir avec son enfant, un moment tranquille, et pouvoir dire, voilà, tu sais ce que tu as, qu'est-ce que tu penses, comment on peut te soigner, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et même si l'enfant il dit, non, non, je ne veux rien, eh bien, l'adulte, il peut lui dire, moi, je pense qu'il faut faire ceci et cela. On va s'appuyer sur ce qu'a dit les médecins ou les conseils du pharmacien, sur ce qu'a dit quelqu'un d'autre. Donc, une chose très importante à faire avec l'enfant, il faut anticiper. Anticiper, ça veut dire quoi? C'est que je vais prévoir un temps pour les soins. Et ça, je peux le faire en accord avec l'enfant. À quel moment? Est-ce que c'est quand on rentre de l'école? Est-ce que c'est après? À quel moment? C'est valable aussi pour tous. Il faut trouver un temps, quitte à ritualiser les soins. Alors, je vais vous raconter une chose sur la question de la peau, qui est une source d'excitation, et aussi sur la fonction de parexcitation. Je m'explique. Quand il y a un eczéma, toute notre enveloppe, il est mis sous tension. C'est une excitation permanente. C'est pour ça que ça donne très envie de se gratter, ce qui n'est pas très bon. Mais c'est que la peau est en état d'excitation. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, un exemple, par exemple, un bébé. Un bébé pleure et parce qu'il a faim ou parce qu'il a mal, donc il y a une excitation en lui. Qu'est-ce que je vais faire, moi, adulte, pour ce bébé? Bon, si je pense qu'il a faim, je vais lui donner à manger, ça va l'apaiser. Donc, la nourriture va avoir une fonction de para-excitation, c'est-à-dire qu'elle va venir calmer cette excitation d'avant. Si l'enfant il a mal, bon, il y a la nourriture, mais il n'y a pas seulement la nourriture, il y a la façon dont je vais lui donner la nourriture, la façon dont je vais parler à l'enfant, la façon dont je vais les porter. C'est-à-dire que moi, par mon attitude, je vais peut-être développer la fonction de la parexcitation, c'est-à-dire la façon dont je lui parle, dont je le porte, dont je l'accompagne, va avoir une fonction de calme. Ça va calmer. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Donc, en même temps, voilà, il faut comprendre que l'enfant il est sous tension et qu'il faut trouver les moyens pour arriver à calmer la tension. Et on peut la calmer certes avec les traitements, mais aussi avec la façon dont j'applique ces traitements. Et puis, une autre chose importante pour l'enfant, l'adulte aussi, c'est que les enfants qui ont l'eczéma, ils développent très peu la sensorialité. On n'ose pas les toucher. Les toucher, c'est quelque chose de difficile. Donc, il faut arriver à trouver, pour appliquer les soins, à trouver des jeux, à trouver quelque chose qui permet à la fois à l'enfant d'accepter les soins, de développer la sensorialité et de garder une bonne relation avec ses parents. Alors, comment? Donc, grâce à des jeux. Par exemple, si j'ai mon enfant et je lui dis, écoute, bon, maintenant, c'est le moment des soins, allez, allonge-toi, je vais te mettre la crème sur le dos, mais tu vas
être bien à l'écoute, parce que moi, je vais dessiner des lettres et toi, tu vas deviner les lettres. Si c'est un enfant qui sait déjà les lettres. Si c'est un plus petit, je vais faire un dessin. Je m'adapte selon l'âge de l'enfant. Eh bien, je fais la lettre A. Mais quand j'ai fini de faire la lettre A, alors je lui demande, alors elle va dire c'est la lettre A. Après, j'efface. Et quand j'efface la lettre A, eh bien, j'étale la crème. Et après, je fais une autre lettre ou un dessin, et ainsi de suite. Et donc, voilà, là, je suis en train de développer une bonne relation avec mon enfant. Et peut-être que ça, ce sont des choses sur lesquelles lui, il va pouvoir s'appuyer. Et bien sûr, il y a parfois des médicaments qui font mal. À ce moment-là, peut-être, il faut donner un antalgique. Et ça, pour ça, les médecins, c'est ce qu'ils conseillent. Hein, voilà. Allez, andiamo. Alors, ça c'est à vous l'adolescence. Alors, bon, c'est vrai que vous nous avez convaincus à vous écouter, on était tous fascinés. Moi, je vais vous parler des choses qui sont pas plus faciles. Hein. C'est la gestion de l'adolescent. La gestion de l'adolescent, déjà, à l'état, je dirais, subnormal, c'est pas toujours simple. Alors, si on y rajoute une dermatite atopique plus ou moins équilibrée, plus ou moins contrôlée, c'est encore plus compliqué. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent intervenir et les raisons de ce déséquilibre? Il y a d'abord un élément qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que finalement, chez l'adolescent est capable de banaliser sa maladie. C'est-à-dire qu'il connaît sa maladie depuis tellement longtemps, il a tellement l'habitude de se gratter que finalement, son seuil de tolérance est considérablement élevé. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça rentre souvent en conflit avec l'inquiétude du papa ou de la maman qui dit « je comprends pas, t'es pas bien, tu devrais être traité. » Non, ça va bien, c'est comme avant. Et des gens, on voit des enfants à la consultation qui arrivent avec des scores qui sont élevés et on dit « mais comment font-ils pour vivre avec ça ?» Et donc, comment vais-je faire pour les motiver à ce que la gravité de leur maladie diminue vraiment? Donc ça, c'est ce point de banalisation de la maladie, c'est un point qui est important à soulever. La deuxième chose, bien sûr, on le comprend très bien, c'est le ras-le-bol des traitements. Et ça, ils savent s'exprimer en disant « bah oui, mais moi j'en ai marre, ça sent mauvais, c'est gras, ça prend du temps ». Tous ces éléments-là, c'est des éléments qu'on peut reprendre point par point. Ça sent mauvais, il suffit de trouver un élément qui corresponde, une formule galénique qui soit adaptée. Prendre du temps, là aussi, on peut faire des concours et pour montrer que finalement, ça ne prend pas beaucoup de temps d'appliquer la crème comme il faut. Bon, je ne vais pas prendre l'exemple des dessins d'Esperanza, mais chez un adolescent, on peut faire des calculs. Moi, j'ai un collègue qui fait des concours et qui montre que finalement, en moins de 5 minutes, on peut parfaitement traiter un enfant. Le ras-le-bol des traitements, c'est quelque chose sur lequel, bien sûr, il faut revenir. Et puis enfin, c'est la problématique globale de l'adolescent, c'est-à-dire le conflit qui est à la fois interne entre à la fois dépendance par rapport à la maladie, dépendance par rapport aux parents et puis envie d'autonomie. Donc le tableau n'est pas très, très, très réjouissant. Alors comment on peut intervenir et rééquilibrer les choses? Alors je crois qu'on peut rééquilibrer les choses pas seulement en focalisant sur l'adolescent, mais en parlant aussi à sa famille, de sa famille et aussi de ses copains. C'est-à-dire que dans un premier temps, en général, l'adolescent qui arrive à la consultation, moi je vois l'adolescent qui arrive à la consultation, il est souvent en retrait par rapport à ses parents qui sont tout près du bureau, et puis l'adolescent il est 3 mètres plus loin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas du tout envie de s'exprimer sur sa maladie. Et le fait de lui laisser le micro, même si au départ ça prend un petit peu de temps, c'est une façon d'aborder les choses de façon beaucoup plus positive. C'est-à-dire que finalement, comprendre ce que représente la maladie. En pratique, quelles sont les choses qu'il ne peut pas faire à cause de sa maladie? Je ne peux pas faire de sport ou je ne peux pas faire de jogging parce que quand je m'arrête au bout de 500 mètres. À la piscine, c'est pareil, ça me pique, je ne peux pas continuer. Bref, les exemples sont multiples. À partir du moment où le patient, l'adolescent se lâche, entre guillemets, c'est-à-dire est capable d'exprimer les nuisances liées à sa maladie, vous êtes en mesure d'utiliser ces arguments-là, pour servir de levier pour arriver à proposer une meilleure adhésion au traitement. Pourquoi? Parce qu'il est évident qu'on peut très bien imaginer de contractualiser en disant est-ce que ce que tu vis mal, est-ce que tu souhaiterais pouvoir le voir disparaître? Bon, très souvent, les gens sont pris au piège et disent oui, j'aimerais mieux. Et c'est là où on peut établir une relation où vraiment c'est du gagnant-gagnant, parce que finalement, le patient est capable de comprendre, et l'autonomisation, c'est aussi quelque chose que cherche à acquérir l'adolescent, c'est quelque chose qui va lui permettre
de transformer son avenir à court terme. Alors, là où je pense qu'il faut rester ferme, parce qu'il y a des données qui sont vraiment incontournables, c'est ce que nous on appelle les consignes de sécurité. Vous savez, quand vous avez une crise d'asthme, vous ne tournez pas autour du pot, parce que vous prenez votre traitement, sans ça, ça se passe très mal. Et l'adolescent, il comprend très bien cette chose-là. Par contre, quand il y a une crise d'asthme, une crise d'eczéma, oh bof, ça va se passer, ou je vais aller me coucher, ou je vais prendre un comprimé. Bref, toutes des fausses réponses. Et donc, arriver en expliquant comment il faut faire et quelle démarche on doit avoir, quelle réaction, quel réflexe on doit avoir face à une poussée de la maladie, c'est aussi donner des explications que finalement l'adolescent attend pour lui expliquer que finalement il y a un rationnel. Et exprimer le rationnel face à une maladie, c'est aussi rassurer le patient sur les possibilités qu'il a de positiver, d'améliorer la stratégie de traitement et faire ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire finalement l'autonomisation de ce patient. Donc, le soutenir face aux remarques des autres, bon, ça, c'est des questions qu'on peut facilement aborder. Et puis, in fine, c'est trouver ses points forts et les exprimer. Parce que finalement, en trouvant ses points forts, c'est l'aider aussi à développer son estime de soi. Ce que vous disiez, je pense que c'est quelque chose d'important. L'adolescent en a besoin. Oui, surtout pas être réduit à la maladie. Non. Ça, c'est très important pour tous. Pas être réduit à la maladie, élargir les champs visuels qu'on a sur soi au-delà de la maladie. C'est-à-dire qu'au-delà d'une maladie, on a des valeurs, on a plein de choses, des pensées, des intérêts, et ça, c'est important. Bien. Alors, maintenant, nous sommes chez les patients adultes avec son entourage. Dans une partie de ces déséquilibres, souvent, c'est trop de conseils maladroits. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez un eczéma, que vous êtes adulte, enfin, il y a tout le monde qui vous dit, mais est-ce que tu as été voir un tel médecin? Il faut que tu fasses ci, c'est ça, il faut que tu fasses... Enfin, il vous donne des conseils. Et souvent, les patients, ils le disent, j'en ai marre, je ne supporte pas qu'on me dit comme si je ne faisais rien, alors que je vais voir le médecin, je fais ce qu'il faut. Mais voilà. Ou bien, on va lui dire, tu es trop stressé, il faut que tu te calmes. Enfin, voilà. Toujours, l'entourage, parfois, il est maladroit. Il a peut-être des bonnes intentions, mais il y a un petit peu de maladroit souvent. Il y a renforcement des fausses croyances, oui. C'était quoi? C'était la grand-mère corticophobe, par exemple. Voilà. Voilà. Il y a, les remèdes. Attends, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une irritabilité, ça c'est important quand même, parce que quand on ne dort pas bien, quand la peau ça fait mal et ça gratte, eh bien, on n'est pas bien, et si on n'est pas bien de soi, eh bien, les autres, ils reçoivent les conséquences. Et souvent des patients le disent, je sais que je ne suis pas sympa, que je réponds mal, enfin ils ont conscience qu'ils sont désagréables. Et il y a un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire pour calmer. Et puis, ce qui leur calme parfois, c'est de se gratter, mais finalement, c'est pire. C'est ils sont conscients de ça. Donc, vraiment, c'est difficile à vivre. Alors, comment rééquilibrer entre les patients adultes et son entourage? Donc, déjà, les sensibiliser aux limites de l'aide de l'entourage. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'imaginer que les autres vont vous apporter des aides. Et il faut aussi se dire, quand on me dit il faut que, ou tu dois faire, ou tu es stressé, il faut que j'apprenne à que ça me glisse, c'est-à-dire que ça ne me pénètre pas. C'est-à-dire, pour ça, il faut que je sois moi-même assez fort, que je renforce l'estime que j'ai de moi, savoir que je fais ce qu'il faut et que je sois un peu moins influençable. C'est facile à dire, c'est plus difficile à vivre. Aider à reconnaître les désarrois face auxquels chacun se trouve. C'est vrai que parfois on est tous impuissants et de se dire, oui, on n'y peut rien, là ça me démange, il faut que j'attende. Alors, il y a des conseils aussi à donner utiles qu'on fait dans les services, c'est tous les alternatifs au grattage, tout ce qui peut faire un peu de distraction, ça c'est bon à prendre. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Alors là, on arrive au traitement. Ça, c'est à vous, voilà. Bon, rapidement, très rapidement, parce que vous connaissez par cœur le schéma. Donc, c'est vrai qu'on a vu la responsabilité du patient, on a vu la responsabilité du prescripteur, la responsabilité des familles. Maintenant, on va voir la responsabilité du traitement, parce que finalement, le traitement, s'il est facile à utiliser, s'il est simple à prescrire et s'il est efficace, on voit très bien que ça, c'est des éléments qui favorisent l'adhésion au traitement. Et ce n'est pas toujours, d'ailleurs, les résultats de certaines prescriptions. Bon. Alors,
les déséquilibres concernant le traitement, c'est vrai qu'on ne va pas revenir là-dessus, sur la qualité de l'ordonnance, parce que ça dépend ni de vous, ni de nous, hein, ça dépend du prescripteur, et ça, c'est ses responsabilités. Je voudrais simplement insister sur un point, c'est qu'en fait, le choix du patient n'est pas forcément le choix ni de vous, dispensateurs, ni du médecin. C'est-à-dire qu'on a des patients qui choisissent. Il y a des études qui ont été faites, une récente qui a été faite au Danemark, où on s'est rendu compte qu'il y avait 30% des gens qui n'allaient pas chercher les produits qui étaient inscrits sur les ordonnances. Ça veut dire que quelque part, on augmente encore plus que les 32% la quantité de gens qui n'appliquent pas les produits. Donc si vous voulez, cet effet de choisir, et les gens, c'est évident, auront plutôt tendance à choisir un comprimé d'Atarax que de se mettre de la crème sur des zones qui ne les intéressent pas, avec des produits qui ne les replaisent pas. Bon, bref. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que les traitements sont... Je crois que le choix de la galénique est important. Quelquefois, on a terminé une étude dans le service où on s'est rendu compte que dans 3 quarts des cas, les prescriptions qui étaient faites à partir notamment des propositions d'émollients qui étaient faites ne correspondaient pas aux souhaits des patients. Quand on leur demandait de choisir entre 4 émollients, là c'était 5 émollients différents, et finalement le choix des patients n'était pas celui du médecin dans 75% des cas. Donc c'est vous dire que quelque part, je pense que vous pouvez sortir vos échantillons, vous pouvez les faire tester les patients et vous ne perdrez jamais votre temps. Parce que c'est vraiment le meilleur moyen de les rendre adhérents au traitement. Le traitement répétitif, c'est vrai, c'est répétitif, mais à partir du moment où, comme on l'a entendu, ces soins, c'est soigner sa peau, mais c'est prendre soin de soi, on peut imaginer qu'il puisse y avoir quand même, qu'on arrive à ritualiser cela, de façon à ce que finalement, ça soit pas une épreuve, mais que ça soit une habitude. Et puis, bon, les croyances propres, on ne va pas revenir là-dessus. On va terminer sur la problématique de la corticophobie. C'est vrai que la corticophobie, tout le monde l'est plus ou moins, on va revenir là-dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la corticophobie, c'est pas, on ne peut pas donner une réponse binaire, c'est oui ou c'est non. C'est pas vrai. En fait, la corticophobie, c'est lié à des craintes, c'est lié à des comportements, c'est lié à des mauvaises connaissances, c'est lié à des croyances. Donc, autrement dit, tout un tas de facteurs qu'il convient quelquefois d'explorer. Bon, ça, c'est ce que vous pouvez faire, mais on a pour ça des scores, comme le Topicop, par exemple. Vous l'aurez peut-être dans votre... Hein, d'accord. Donc ça sera disponible. Et ça permet de mieux comprendre et de mieux identifier quelles sont les racines, en fait, de cette corticophobie. Et puis la deuxième chose, c'est de voir que ce phénomène complexe est répandu. Il est tellement répandu qu'il touche tout le monde. Et là, bon, je ne parle pas seulement des patients et des parents, mais je parle de toute l'équipe soignante, c'est-à-dire pharmaciens, médecins, dermatologues, généralistes, entourage, et surtout, je voudrais terminer sur les RCP, sur les médias et sur le Vidal, où quand vous lisez ce qui est écrit sur les effets secondaires des dermocorticoïdes, vous avez de quoi tomber en arrière. En fait, malheureusement, la méthodologie qui est employée n'est plus du tout celle qui est utilisée maintenant pour les nouveaux médicaments. C'est-à-dire qu'on ne calcule pas la sensibilité, la prévalence d'un effet secondaire en fonction du nombre de cas survenus sur l'ensemble des gens qui ont pris le traitement, et simplement en fonction des cas rapportés. Ce qui fait qu'on aboutit à des choses qui sont complètement incohérentes. Bien, alors rééquilibrer, c'est ce que vous avez compris, clarifier l'ordonnance, ça vous avez un rôle essentiel. Harmoniser les discours, c'est vraiment très important, et c'est vrai quelquefois ça ne doit pas être forcément facile, à partir d'une petite prescription plus ou moins claire, d'arriver à ne pas heurter, de ne pas transmettre au patient un message très différent de celui qu'il a entendu chez son médecin. Se former en tant que professionnel de santé, je vois que vous êtes présents, et je pense que autour de nous, les gens qui sont en ligne ou qui nous verront en replay font partie de ces professionnels de santé en formation. Et puis, enfin, tout n'est pas si simple, hein, on en reparlera, mais partager les situations qui posent problème, ne pas les garder pour soi.
vous, en tant que pharmacien, vous pouvez partager avec les membres de votre équipe officinale, mais vous pouvez aussi partager avec la famille, qui peut éventuellement vous aider, mais aussi avec le médecin que vous connaissez, avec l'infirmière, pourquoi pas avec l'équipe hospitalière. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas garder pour soi des problèmes qui sont difficiles à résoudre.